Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette review du manga le plus insecure concernant les nouveaux riches de tous les temps, j'ai nommé The JoJo Lands. Comment ça va vous pour ce dernier chapitre de l'année? Pour ma part, vous le savez, j'étais en plein rush de mon prochain jeu. C'était vraiment pas sans embûche, mais je suis trop fier du résultat, et je vous remercie grandement pour vos retours. Un trailer est dispo sur la chaîne, le lien vers le itch.io est en description. Il s'agit d'un jeu de plateforme aux éléments de Metroidvania en 2,5D, prenant place dans l'incroyable univers de Vampire Hunter D, que je peux que vous inviter à découvrir avec le film Bloodlust. C'est gratuit, dispo sur PC, ça dure une trentaine de minutes, foncez essayez ça, que vous ayez vu le film ou non d'ailleurs. Je ne sais pas que cette review finira par arriver, étant donné cette montagne de taf et ce besoin de repos qui s'affrontaient chez moi, alors je vous souhaite un joyeux Noël, un merveilleux réveillon, ou espère que ça s'est bien passé si la vidéo sort après les fêtes. Ou alors j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et vous souhaite un merveilleux réveillon si ça sort entre les deux. Tellement de possibilités. Je m'effondre sous ce poids. Disons, bonne année. Ouais, ça passe dans tous les cas, bonne année. Allez, je me tais. Un gros mois pour Jojo cette fois-ci, car sortie d'automne est d'Ultra Jump. Avant ça, la vidéo sort donc après la nouvelle année. Et oui, du coup, j'ai laissé mes vannes volontairement juste avant. Occasion de vous présenter la magnifique carte de vœux d'Araki pour cette année. Sans aucun doute une de mes préférées. Et l'année du cheval colle parfaitement à la sortie de SBR, et ce Jodio qui aura farm en légende. Elle me rappelle beaucoup l'illustration du Napoléon qu'avait fait Araki plus tôt dans l'année 2025. Car ouais, vous le savez, le premier épisode de Steel Ball Run sortira le 19 mars 2026 sur Netflix. Ça a été révélé au cours d'un trailer plus que convaincant pour ma part, restent d'énormes interrogations quant au rythme du truc, j'espère que ce premier gros épisode sera le début d'une sortie hebdo et pas symbole d'une sortie par batch avec des épisodes plus longs, bref bien merdique quoi. Allez, resserrons les actus, et commençons donc par décortiquer le tome 17. À commencer par sa fantastique cover. Et là, immense claque, sans aucun doute ma préférée de la partie devant celle du tome 3, pourtant totalement opposée. En effet, on est là sur une cover aux couleurs sombres, délaissant les habituelles représentations du crew actuel dans son ensemble, pour faire briller un Jojo à la pose géniale, surplombé par un November Rain affirmant son changement de design très réussi. Le vêtement de Jojo arbore des espèces de bulles, esthétique bien sympa, sûrement inspiré par les bulles bien omniprésentes dans ce chapitre. Calme-toi Josuke, on parle pas des mêmes bulles. Pas de Deus Ex Machina qui sort de nulle part pour le moment dans The JoJo Lands, tu peux rentrer chez toi. Composition superbe, palette de couleurs saisissante, ligne en arrière-plan intégrée de façon toujours plus classieuse. Oh là là, mais Araki, qui es-tu? Sa note de tome va, fait éminemment rare, poser sa note d'intention pour cette cover. Il voulait absolument qu'on la différencie des autres, d'où la présence de Jojo uniquement, avec ce bras pointant vers la droite, guidant notre œil de façon diagonale sur cette superbe composition, et induisant un mouvement vers l'avenir. Le choix de la palette, avec ses couleurs de pluie ressortant sur le noir, c'est pour mettre en valeur la présence héroïque de Jojo. Ça fait sens, et c'est trop cool d'avoir une note d'attention comme ça. Fais ça plus souvent mon goat. On sentait en tout cas très fort le besoin de se détacher des précédentes, sûrement dû à ce motif de la pluie systématiquement réutilisé, et ce groupe de personnages systématiquement mis en avant. C'est vrai que même si je les adore, les covers de The JoJo Lands ressortent moins les unes par rapport aux autres, en comparaison avec la plupart des autres parties. Peut-on espérer un Big Howler pour la prochaine? On y croit. Ce tome nous aura aussi gratifié de contenu sympa, comme cette explication de West End Girl comme d'habitude particulièrement futile, et ne résolvant pas le mystère des cartes du chapitre 28, ne venant que confirmer que les interstices sont en effet le seul moyen pour le stand d'attaquer en exerçant sa pression, d'ailleurs quantifiée à 1000 tonnes. Mais surtout, on a eu le droit à deux incroyables croquis, un de notre GOAT Howler qui aura farm Manspread, et surtout cette fantastique pose pleine de malice de Jojo, carrément j'ai envie de me la tatouer. On enchaîne sur l'Ultra Jump. Vous voyez la cover du tome 7 ? Ben c'est globalement la même chose, avec un Jojo encore plus sexy et une pose encore plus classe. C'est parti direct en PP Discord, félicitations Araki, j'ai rien de plus à dire. Le style de la partie commence à s'affirmer, et c'est un bonheur. Terminons avec la cover du chapitre en elle-même bien timide. Je pense qu'Araki avait tout donné sur les îles couleurs, on va pas lui en vouloir. Ceci dit, ce Jojo pluribus Smurk Roblox c'est pas déplaisant, ça a un peu l'aura de certaines covers, disons, relâchées, d'Hunter x Hunter. Ceci dit, elle fait un taf monstrueux en ce qui concerne le fait de faire monter la hype. Les portraits de Howler et Dragona dans les coins, les deux lieux des actions en cours dans les autres coins, avec un Jojo central souriant induit au milieu, répondant a priori à l'incroyable catchphrase « Qui aura le dernier rire ?», c'est parfaitement représentatif de la situation, et surtout, ça induit le climax qui arrive définitivement très vite. Et au vu de ce qui se passe dans ce chapitre, je pense en effet que nous ne sommes pas prêts pour ça. L'exceptionnel arc du bateau touche bientôt à son terme, tous les acteurs sont réunis, et l'ambroglio est sur le point d'exploser. Il est temps de foncer dans la mêlée générale, et d'atteindre le sommet.
Eh ben dis donc, on a eu un sacré chapitre ce mois-ci. Bien dense en infos, riche en combats, et plein de superbes réflexions de la part de nos persos. Il y a vraiment de quoi faire. Je vais essayer d'être un peu plus concis, notamment sur les éléments de mise en scène ce mois-ci, car je veux éviter le syndrome chapitre 28 et sortir une vidéo de 40 minutes. Je ne peux pas me permettre en ce moment. Ne perdons pas plus de temps et allons-y. Le chapitre s'ouvre avec, petite surprise, une caractérisation de Jodio dépeint par son frère, alors que les deux hommes s'apprêtent à traquer Western Girl. Dragona décrit alors son frère comme un garçon peu bavard, ne montrant jamais d'émotion et évitant d'attirer l'attention. C'est pas qu'il est timide ou anxieux, il en a juste rien à battre des gens. En tout cas, des gens qu'il n'aime pas, car les parents et la famille, c'est différent. Il montre en effet des signes subtils d'affection, comme avec cet exemple où il s'adosse à sa mère pour lui montrer son soutien, sans dire un mot. Pour rappel, Jodio souffre, selon son psy de l'époque, d'un trouble de la personnalité antisociale. C'est un sujet que j'avais nettement approfondi dans la review du chapitre 2, vers laquelle je vous redirige, mais je trouve ça très intéressant que cet élément soit mentionné à nouveau, car c'est véritablement l'aspect de la personnalité de Jodio qui me fascine le plus, et qui explique beaucoup de choses à son sujet. C'est une très bonne occasion de faire un petit point, presque 3 ans après. Pour la faire courte, il s'agit d'un trouble se caractérisant par un motif persistant de mépris pour les conséquences et les droits des autres. Le sujet a une capacité limitée à ressentir les émotions humaines, aussi bien celles des autres que les siennes. Dans certains cas, le sujet est capable de manipuler, de tromper, d'exploiter des tiers pour obtenir ce qu'il veut, sans ressentir de remords. Il rationalise même ses actions en disant que les victimes de leurs agissements le méritaient, ou que c'est ainsi que la vie est faite. En l'occurrence, injuste. Absurde, tout ça. On tombe en plein dedans. Dragona le rappellera avec cette idée, comme quoi dès lors que Jodio a décidé qu'il allait faire quelque chose, il avancera vers son objectif, arrêté par rien au monde. Le sujet peut aussi adopter un comportement de recherche du risque, comme par exemple en usant de drogue, pour échapper à un vide émotionnel intérieur. On est totalement là-dedans avec Jodio, à la différence près qu'il ne s'agit pas de drogue, mais d'argent. Jodio cherche à devenir riche, et c'est tout. Et pour ça, il le dit ouvertement, il se servira des mécanismes qui régissent ce monde de manière froide et détachée. Là où le personnage de Jodio est fascinant, c'est car, malgré ce diagnostic clinique et froid, en effet tout à fait imputable à notre homme, il y a beaucoup de nuances dans tout ça. D'ailleurs souligné à l'époque par le fait que Barbara Ann avait protesté, de façon irresponsable d'ailleurs, contre le médecin, cessant ses séances de psy et rendant le diagnostic sûrement incomplet. Déjà, l'homme arrive à ressentir les émotions de ses proches. Et je dirais même à l'inverse, il les ressent énormément. Il est particulièrement attaché à sa famille, notamment à Dragona et sa mère, comme montré dans ce chapitre, et si ses réactions restent celles d'un homme souffrant de troubles, comme son disproportionné incendie en réponse aux attouchements de Dragona, eh bien il agit tout de même en l'objectif de défendre ses proches et de leur montrer des attentions, car il compte pour lui. Ce qui me fait dire qu'il les ressent énormément, c'est aussi car il y a des émotions chez les autres que lui seul arrive à ressentir. En l'occurrence, dans ce chapitre, il était particulièrement conscient de l'inaction de Howler et de sa paralysie, contrairement à ses camarades. Selon Wikipédia, il existe d'autres formes de sociopathie, dont certaines qui font que l'individu comprend l'émotion, mais n'agit pas au regard des normes, qu'il ne valide pas d'ailleurs. Je pense qu'on est plutôt là-dedans. On pourrait donc aussi retrouver une sorte d'hypersensibilité chez Jodio, trait de caractère qui fait éminemment comprendre et être sensible aux émotions des autres, qui, mixé avec ses réactions en décalage à cause de son trouble sociopathique, amène un cocktail explosif, donnant ce Jodio qu'on aime tant. Mais le point le plus important, c'est que l'homme est profondément touché par les injustices, les absurdités, qui existent bel et bien dans ce monde. Cette rationalisation propre aux sociopathes est ici, en quelque sorte, justifiée dans l'univers que nous dépeint The Jojo Lands. Un univers cru, rempli de gens qui se battent pour obtenir l'argent, permettant d'obtenir un pouvoir qui régit tout ici à Hawaï. C'est une réalité de la région, et aussi du monde dans lequel on vit. Le flot de l'argent est un flot duquel nous sommes tous victimes, et les questions philosophiques qui en découlent, de la façon dont il est apparu sur Terre, aux conséquences qui en arrivent sur nous, humains, en passant par le contrôle de ce dernier, est bien la thématique principale de The Jojo Land. À voir donc, au milieu de tout ça, un protagoniste souffrant d'un trouble, lui faisant voir la situation de façon froide, remplie d'injustice, qui se transforme en opportunité d'exploiter le cours de ce monde, est une idée absolument fantastique, jusque-là magnifiquement exploitée. Jojo souffre d'un trouble, le faisant être insensible aux émotions des gens auxquels il ne tient pas, ouais. Mais n'est-ce pas au final la bonne façon de faire dans un tel monde ? N'est-ce pas aussi ce que font Glaem et Kei à l'instant même ? Plein de réflexions absolument fascinantes et nuancées, qui continuent d'être développées comme il faut. L'opposition avec Howler, qui se laisse dépasser par tout ça et ne maîtrise rien de la situation, plus que jamais visible dans ce chapitre, est d'autant plus pertinente. Contrairement à Jodio, l'homme a toujours vécu dans l'opulence offerte par le rocher de lave, sans prendre conscience de la réalité du monde et de la chance qu'il avait. Jodio, lui, s'est toujours battu en acceptant les absurdités,
Et maintenant qu'un tel objet entre dans sa vie, représentation aussi symbolique que concrète de ce flot régissant le monde, c'est l'occasion de plus que jamais mettre en application sa philosophie, et se laisser porter par cette dernière, en restant plus convaincu que jamais qu'il s'agit de la bonne. Sera-t-il heureux en obtenant ce qu'il veut? Que tirera-t-il de son voyage initiatique? Quels propos forts le manga nous amènera sur tout ça? J'ai beaucoup trop hâte de voir, et même après 31 chapitres, les thèmes de la partie s'avèrent toujours aussi solides et bien exploités. Quoi qu'il en soit, cette intro a permis de rappeler un peu ce qu'il en est de Jojo, important pour la suite du chapitre des événements, en plus de toujours approfondir cette relation entre frères, de façon subtile, et de caractériser Jojo de façon trop cool, avec ce nouvel exemple de signe d'affection avec sa mère. Encore un exemple de 2 minuscules planches qui me font parler pendant 5 minutes, bah bravo Araki. Non, en vrai oui, bravo. Retour dans l'action, avec une pleine planche montrant encore le point de vue d'Howler qui, encore, observe, se dit que c'est un stand, un manieur est là, en observant partout et en voyant Kei de manière évidemment suspecte, toujours sans rien faire. Pour que ce soit plus digeste et construit, je reviendrai sur Howler et son inaction évidente à la fin de la review, en faisant un gros bilan sur tout ça. Pour l'instant, on met ça de côté et on avance. On a donc droit à une transition intelligente sur West End Girl, tandis que Howler observe Kei, qui se dirige vers le siphon de la piscine. Alors que Dragona panique, Jojo le calme en disant que « T'inquiète, Howler va rien faire ». J'ai déjà évoqué ça, alors je vais me contenter de dire que cet irrespect me fume la gueule, mon goat est tellement washed. Jojo est en tout cas très calme et bien serein. Il annonce, sans que l'on sache encore quoi que ce soit de son plan, que le rocher va flotter, et donc que Smooth Operators devra le choper à la surface. Alors qu'on se demande qu'est-ce qu'il a bien en tête au cours de ce procédé intelligent déjà utilisé par Araki dans le chapitre précédent, Broflex avec son canard stylé nouvel adepte de la secte des lunettes, en rappelant que ce sont eux qui mettront la main sur la lave, et sur le destin au passage. Le contrôle du destin, hein. Salut Golden Wind, ça va? Superbe case où November Rain recouvre la piscine à boules, tandis que Jojo se penche vers la piscine. Les gouttes de November Rain font plonger des boules présentes à la surface, qui vont ainsi bloquer la canalisation. Mais, étant donné la forme circulaire, il reste des creux. Ça reste alors la seule option de fuite pour le stand ennemi. Il va alors s'y diriger, et, fortement ralenti par les boules, se fera transpercer par ces dernières, et ainsi va lâcher prise sur le rocher, qui remontera directement à la surface. Et stop, il y a un détail important ici. En effet, c'est pas November Rain qui a transpercé le stand, mais bien la forme piquante des boules qui a été créée à cause de la pression exercée par November Rain. Jojo a bien fait en sorte que la pluie transperce les boules, pour rentrer à l'intérieur, mais qu'une fois ceci fait, la goutte prenne juste une forme lourde, sans être perçante pour autant. Pour rappel, Jojo peut contrôler la physique et la force de ses gouttes au sein de la même occurrence. Il peut les faire commencer lourdes et transperçantes, pour les faire finir inoffensives ou juste lourdes sans force de transpercement, aussi insensé ce soit physiquement, mais rappelez-vous que c'est bien le concept même de beaucoup de stands de cette partie, de déformer la réalité et ses règles communément admises. On a plein d'exemples de ça au sein de la partie, c'est pas nouveau. Mais, ça me paraît important de rappeler ça, car pour le coup, ça fait passer cette utilisation de stand de random à carrément exceptionnel. Pour rappel, les gouttes de November Rain ne passent pas à travers l'eau, alors ce stratagème pour rendre les boules létales, tout en prenant soin de percer la partie haute afin qu'elle tombe au fond par pure physique, ben c'est juste du pur génie. Félicitations Araki. Elle était particulièrement subtile celle-ci, mais j'adore. Un exemple d'utilisation de stand où tout fait sens par rapport aux règles établies par le stand, et qui arrive quand même à nous mindfuck la gueule. November Rain est un stand terriblement réussi, qui ne se trahit jamais, même à la moindre petite règle introduite 2 ans avant. Comme ici cette idée d'impossibilité de traverser l'eau lors du combat contre Charming Man. Tout le monde n'était pas convaincu au début, mais je pense là qu'il a définitivement fait ses preuves. Il me fascine perso, de son concept à son utilisation. C'est très loin d'être juste un stand qui fait pleuvoir. Dragona chope donc le rocher à pleine poigne en mode Requiem, et annonce à Jojo qu'ils vont choper Charming Man et se tirer d'ici. Mais, tel un zombie ou un Giorno face à Chocolata, Kei se relève en sang derrière Jojo. Putain la planche, oh là là, Laura Farming et la hype. L'avocate, tandis que l'autre bébé Cadom observe passivement, annonce être en colère noire, après avoir déduit ce qu'ils ont fait à la haine. On est donc définitivement dans une relation réciproque entre les deux femmes. Personne ne cherchait à niquer l'autre, enfin de façon méchante. Elle éclate alors son téléphone sur le crâne de Jojo, un coup d'une violence et d'une force surhumaine pleine de symbolique. Car ce téléphone était son lien avec la haine, désormais complètement brisé. Bro est donc projeté sous l'eau, tandis que Dragona se fait attraper par les bras extensibles de l'autre con de stand et tombe dans l'eau rejoindre son frère en mode Billie Eilish. Cette vision de West End Girl enveloppant nos deux héros à la fois, avec sa matière flasque et compressante, les lacérant alors qu'ils sont collés entre eux, est particulièrement efficace et stylée. C'est terrifiant.
Vous savez quoi? Allez, on va communément admettre que le fait que Western Girl allonge ses membres, c'est l'explication de la fameuse séquence des cartes qui me fait tant serrer depuis 4 chapitres. On va dire qu'il avait giga allongé ses membres, ou qu'il avait genre projeté un peu de sa matière pour la ramener à lui. Allez, c'est la seule fois qu'il fait ça, mais vas-y frère, on va assumer ça tous ensemble et avaler notre copium. Voilà, histoire oubliée. Je passe outre pour cette fois, mais attention à toi, Araki. Howler commente sans rien faire, se contentant d'un minable « Hey Kay, tu fais quoi ?» et de réflexions vaines sur le fait que « Bah oui putain, espèce de débile, c'est la lave là. Elle est sur ton bateau, et ça fait 6 chapitres que tu le sais, tu nous prends pour des cons. » Côté combat, Western Girl compresse le bras de Dragona et retire une dent à Jodio. Ultra vénère et on sent toute la force de compression du stand, j'aime beaucoup. Kay, recouverte de stands dégoulinants et prenant de haut nos héros, commence un monologue rempli d'une sale haine. Elle va en effet demander à nos héros de quelle crevasse sombre et souillée de la société ils ont bien pu sortir pour monter sur ce bateau, tout en les traitant de raclures finies à la pisse et invitant à y retourner dans leur crevasse. La femme est évidemment en colère noire suite à la perte de sa bien-aimée, et j'aime énormément son regard plein de haine et ce torrent d'insultes qui sort d'un coup. Ça fait du bien d'avoir des antagonistes qui jurent bien méchamment, ça faisait un petit moment. Le comble de l'histoire, c'est cependant que même si elle est persuadée que Lem est morte à cause d'eux, et ça aurait pu être le cas, ben c'est bien Lulu qui en est responsable. Imaginez si elle savait ça. Howler aurait sûrement bien pris pour son grade, au lieu de se prendre que des regards dédaigneux de sa part. J'ai en tout cas vraiment adoré ces répliques de Kay. Cet aspect colérique et hautain de sa personnalité, c'est vraiment ce que je préfère. Qui plus est, on ressent absolument toute la haine qu'elle a envers la racaille de Hawaï, sans pour autant en être si différente de son côté. Tout à coup, moins de violence se fait ressentir sur la scène. En effet, Jodio, malgré la merde dans laquelle nos frères sont, prend de la place sur la planche avec ses cases en gras. Dragona ne lâche surtout pas la lave. La hype monte, alors que cette rupture de ton et ses dires nous font nous demander, une fois de plus, ce qu'il a bien pu cook. On a alors droit à un plan par-dessus la piscine, montrant November Rain faisant à nouveau pleuvoir à la surface, ciblant cette fois-ci particulièrement une boule, particulièrement imposante. La boule va couler et se placer sur le bras de Dragona, et, grâce à ce que je pense être la force exercée par le stand avec les interstices, va y rester collé. Le bras de Dragona remonte alors à la surface avec la physique de la boule, plus impactée par November Rain, permettant d'exposer le stand et de l'attaquer avec des gouttes de pluie qui viendront évidemment calmer leur force dès lors que la peau de Dragona sera touchée. Car pour rappel, encore une fois, November Rain ne marche pas sous l'eau. Très intelligente idée de se servir de la pression du stand ennemi pour rester collé à la boule. Mais c'est pas fini, car dans un bel élan de compréhension et de télépathie fraternelle, Dragona pense « J'ai compris, Jodio ». Et va ainsi déformer la boule grâce à Smooth Operators, impactant ses propriétés physiques même, en l'ouvrant et en la scindant pour envelopper Western Girl dans cette matière nouvellement formée. Elle referme le tout, en agissant une fois de plus sur la physique telle qu'on la connaît, faisant alors remonter la boule à la surface en même temps qu'elle, dans une double planche pétant le flot, tandis que Kay voit sa fin arriver, sur cette superbe case montrant l'étendue de sa détresse. Dragona la tient par la couille droite fièrement, et va donc l'éclater contre l'escalier de la piscine. Kay, n'ayant plus grand chose d'humain, profère une ultime menace. Leurs identités sont révélées, ils sont foutus. C'est maintenant que tu crois en Howler, ma petite Kay, c'est un peu hypocrite. De toute manière, Dragona le dira avec nonchalance, elle aussi, elle est finie. Il éclate alors la bulle et son stand contre une forme moins amicale que précédemment, venant mettre fin aux souffrances de la fière Kay dans une gerbe de sang absolument dégueulasse. Quel bonheur ce final purée! Cette combinaison de stands était géniale, aussi bien dans la forme que le fond, avec cette compréhension mutuelle magnifique des deux frères, qui n'aurait pas eu tant d'impact sans les 2 petites pages d'intro que j'ai analysées plus tôt. Quoi qu'il en soit, sur la même exacte planche que ce coup fatal, on assiste à un retour au calme maîtrisé, avec ses habituelles planches en opacité réduite, tandis que nos 3 personnages se toisent du regard. Ça y est, il n'y a plus que notre groupe et Howler. Après toutes ces péripéties et ce bordel induit par Kay, l'ambiance est lourde. Le silence demeure avec ce Howler regardant la scène tout doucement, encore une double planche de son point de vue qui fonctionne du feu de Dieu. L'homme va demander à Jodio si ce qu'il tient dans ses mains est une vraie. Et tandis que ce dernier flex en disant que si tu parles de la lave, oui, c'est une vraie, Howler lâche un regard frissonnant. Véritable highlight de ce chapitre selon moi, empli de Dark Determination. Wow! Allez, c'est le moment de faire pause pour revenir sur le comportement de notre homme lors de ce chapitre. L'instant Howler, c'est maintenant. Son comportement dans ce chapitre m'a paru au début inattendu et anticlimatique, à la suite d'un chapitre 30 qui nous laissait sur un Howler ayant l'air d'enfin se motiver et de passer à l'action, qui avait d'ailleurs motivé le titre de ma review. J'avoue qu'en voyant un Howler aussi passif et dépassé par les événements, je suis tombé des nues.
Je savais que le personnage avait du mal à se bouger, mais je pensais qu'enfin, suite à son raccrochage, ça allait être enfin le cas. Bro est vraiment paralysé. Il n'y arrive juste pas. Combien de fois au cours du chapitre j'avais envie de lui foutre un coup de pied au cul en lui disant « Oh gros, bouge-toi !» Depuis son introduction, on le voit subir les événements. Il est planté là comme un con après l'annonce de Yokohama, se fait malmener par les gens qu'il a engagés, c'est tant est que c'est bien lui qui les a engagés, hein, et j'ai un gros doute là-dessus, et depuis qu'il est sur ce bateau, il se fait mener par le bout du nez par Jojo et son équipe. Et, systématiquement, l'homme essaye de se convaincre, de se donner un gros coup de motivation. Il sait qu'il doit agir, qu'il n'est pas en accord avec ce qui se passe, que c'est injuste. Alors il essaye de se donner des énormes shots de motive. Le moment où il est parti récupérer son crucifix et son journal, comme pour se rappeler sa mission et l'importance de son héritage. Le moment où il raccroche à ce qu'il pensait être l'AM pour se dire qu'il prend les décisions seul. Mais voilà, même après ça, l'homme se contente d'observer la situation, cherchant comme à s'auto-convaincre que... non, c'est quand même pas la lave, par peur évidente de savoir quoi faire. À la fin, quand Jojo lui donnera la confirmation directe et définitive que c'est bien la lave, l'homme jouant d'ailleurs là-dessus et prenant de haut un hauler qu'il sait paralyser, la Dark Determination s'invitera dans ses yeux et il deviendra à nouveau un homme calme, menaçant la famille et les amis de nos héros. Et même là, tandis que Jojo lui rappelle que la meilleure solution pour lui est de signer les documents, eh ben l'homme va à nouveau flipper, suant à grosses gouttes en hésitant sur ce truc d'échange de la terre de ses ancêtres, terminant le chapitre sur un statu quo. Pour le coup là, la tournure de phrase est absolument sans équivoque quant à son autoconviction constante. C'est littéralement le « moi puceau ». Mais alors, pourquoi ? Au vu de quand sort la review et de l'arrivée plus qu'imminente du prochain chapitre, je ne pense pas que ce soit bien pertinent de partir loin dans les théories. Quelques idées cependant. Est-ce que l'homme souffrirait lui aussi d'une maladie mentale, l'empêchant de prendre des décisions, causée par cette enfance dans laquelle tout lui a été donné sans effort, grâce à son héritage et la protection du rocher de lave ? De tels troubles existent, par exemple l'aboulie, un manque pathologique de volonté, ou la paralysie décisionnelle, une incapacité à choisir entre plusieurs options. Toutes deux découlant généralement de troubles anxieux, dépressifs ou autres borderline. Est-ce qu'il a peur de la lave ? Car on le sait, oui, c'est pas une théorie, mais est-ce qu'il serait paralysé par le fait que pour l'instant elle n'est pas en sa possession, et quand bien même son pouvoir le terrifie si jamais il venait à lui mettre la main dessus, de peur d'en faire des bêtises, ou que ça se retourne contre lui ? Après tout, c'est déjà carrément le cas, et ça a sûrement bien perturbé notre homme. Il a certes grandi avec la lave, sous sa protection, mais son grand-père lui a bien fait comprendre la fragilité de cette dernière. Peut-être d'ailleurs que ces énormes responsabilités que ce dernier lui a données quant au devenir de la famille ont fait l'effet inverse, et troublent notre bon vieux Howler, pour qui la pression est trop grande. Ça creuserait les thématiques de l'héritage et du devoir familial inhérent à Howler, pour lesquels je ressens une grande volonté de nuance de la part d'Araki. Je pense dans tous les cas qu'il nous manque encore au moins un fragment du passé de Howler, expliquant concrètement sa peur de la lave. On n'a pas encore vu le moment précis où la famille Howler a perdu la main sur la lave, où cette dernière a fini par être complètement détériorée, ou quelconque autre fin d'ailleurs, et peut-être que ça coïncide avec un événement traumatisant pour Aka. Pourquoi pas la mort de son grand-père, sa rencontre avec la mère de Lulu, ou peu importe. Il y a encore énormément de choses à voir sur lui, et je pense qu'on aura une petite partie de nos réponses là-dedans. Peut-être juste que Howler est la caricature du Richu qui est complètement paralysé dès qu'il perd le contrôle de quelque chose et que ça s'arrête là. Peut-être juste qu'il a pas assez confiance en lui ou son stand. Mais, vu la nuance systématique dont fait preuve cette partie, et à quel point l'aspect humain est creusé dans Jojo et particulièrement ici, ça m'étonnerait. Dans tous les cas, on saura bientôt. Cette présence de Dark Determination est en tout cas criante, et vient pour moi confirmer cette nuance. On rappelle qu'être possesseur de cet éclat dans les yeux, c'est un cercle très fermé. L'homme est motivé par quelque chose de fort, on le sait. C'est juste qu'il a du mal, et voir cette idée d'un personnage devant parvenir à maîtriser cette Dark Determination, lutter avec lui-même pour qu'elle fasse effet entre guillemets, je trouve ça brillantissime. Et ça confirme l'idée que je me fais de Howler depuis le début. Cet antagoniste dépassé, toujours en retard, mais qu'on va suivre et voir évoluer au cours de la partie, pour finalement s'imposer comme un homme déterminé et que rien ne pourra arrêter. Les dires de Kei sont en tout cas plus clairs que jamais désormais, et j'applaudis pour l'instant cette constance incroyable dans le développement de Howler. Aussi prévisible que totalement inattendu, félicitations Araki. J'ai tellement hâte de voir où ça va aller dans le prochain chapitre, bordel. Le tournant et les réponses quant à Howler sont plus proches que jamais. Tout est tellement imprévisible et je boude de hype à cette idée. Jojo est en tout cas le seul à comprendre ceci chez Howler, comme dit précédemment, et je trouve ça fascinant. L'opposition entre ces deux personnages promet de très grandes choses. Allez,
Reprenons quelques instants le cours du récit pour terminer. C'est une bonne transition, car Howler et Jodio se font enfin face concrètement, tandis que c'est bien Jodio qui parle. J'ai en tout cas absolument adoré cette confrontation. Le passage de rocher symbolique entre Jodio et Dragona, très mignon et rappelant de façon très subtile les liens familiaux très forts entre les deux, avec Jodio qui tiendra la main de son frère, j'aime aussi la ref au tome 2, le Dagakotowaru de Jodio, le changement de personnalité de Howler, avec ses menaces et son petit smirk en mode Yakuza, et surtout cette redescente de sa part à la fin, à l'issue d'une énième démonstration et coup de pression bien calme et maîtrisé de Jodio. Ces dires étaient d'ailleurs particulièrement remarquables, on n'apprend rien de spécial, mais cette case où il confirme le statut du rocher de lave comme d'un artefact presque divin ayant émergé des profondeurs de la Terre pour changer le système de flux monétaire, était parfaitement efficace. De même pour son explication froide et narquoise de la situation, disant à Howler tout ce qu'il a peur d'entendre. Tout est faux, certes, mais les documents d'échange, eux, sont réels. L'homme profite donc de la faiblesse remarquée de Howler et de sa crainte du rocher pour lui matrixer le cerveau et lui rappeler qu'il est dans la merde, sa meilleure solution étant de signer les documents. A voir si ça marchera, mais j'aime la paire de couilles. Bon, et ben voilà, tout est dit sur ce chapitre. Absolument fantastique encore une fois, merde Araki. J'ai pas été absolument convaincu par Western Girl, en raison d'une introduction plutôt confuse qui ne m'aura jamais quitté, mais ce serait mentir que de dire que ça n'a pas été très bien exploité au cours des 2 derniers chapitres, et qu'on a eu affaire à un combat génial, rempli d'idées de mise en scène sensationnelles et d'utilisation de stands grandioses. En particulier dans ce chapitre, avec ce November Rain qui brille plus que jamais. Kei aura été un superbe personnage du début à la fin, qui a totalement satisfait mes attentes. On attendra le prochain chapitre pour faire le bilan de cet arc du bateau, qui arrive définitivement à son terme, mais quel bonheur c'était! Au-delà du combat, ce chapitre contenait en tout cas ce que j'aime le plus dans cette partie. Des développements de personnages subtils et fascinants, explorant profondément la psyché humaine, et venant constamment nous surprendre par la constance de son écriture. Howler est fascinant, Jodio est fascinant, et de très grandes choses nous attendent quant à cette relation et leurs évolutions respectives. J'en suis plus que jamais convaincu. Qu'est-ce que tout ça est bien écrit, misère! Enfin, on se retrouve très vite, pour voir le début de très grandes choses. Le premier gros tournant de The JoJo Lands, c'est le mois prochain. Enfin, dans quelques jours en vérité, parce que cette review a mis du temps à sortir. Voilà, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu de mon côté. Bah voilà, vous le savez, j'avais prévenu, ça allait être plutôt long. J'ai hésité à soit faire du coup une double review, soit une seule. Mais je me suis dit qu'en fait, moi ça me libérera d'emploi au cas où la prochaine review mette aussi du temps à sortir. C'est moins sûr, mais c'est possible aussi, parce que j'ai encore pas mal de taf. Comme ça, il y a moins de pression, et puis aussi, ça vous remet dans le bain de The JoJo Lands avant la sortie d'un chapitre, ce qui est pas déconnant aussi, je pense que c'est plutôt sympa comme truc. En tout cas, de mon côté, moi, j'ai vraiment adoré la faire, celle-là, j'ai pris mon temps, j'avais une petite semaine de break, là, alors vraiment, je me suis bien amusé sur cette review-là, je pense que ça s'est senti dans les vannes, dans le montage et tout, et c'est toujours mieux quand je l'ai fait dans ces conditions. Dites-moi ce que vous en avez pensé, en tout cas, en commentaire, ça me ferait trop plaisir d'avoir vos retours. Pareil pour le chapitre, il y a beaucoup de choses à dire sur celui-ci, comme ça, on se met bien dans le bain avant la sortie du chapitre 32, qui va arriver très vite, et j'ai beaucoup trop hâte. Merci à tous les donateurs qui me régalent comme d'habitude chaque mois. Merci à vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si elle vous a plu. Voilà, allez essayer aussi, mon jeu dont le lien sera en description, ça me ferait extrêmement plaisir, j'en suis vraiment très fier. Et sur ce, n'oubliez pas que The JoJo Lands, c'est quand même vachement bien.